Aujourd'hui, la France vis-à-vis de l'Algérie, moi je trouve qu'elle joue un jeu intéressant de good cop, bad cop, avec Retailleau qui dit bon, on va rendre les choses plus difficiles. Alors il aurait peut-être fait plus, et Jean-Noël Barrot qui essaie d'être le good cop. Parce que vous avez raison, Boualem Sansal est un otage. Comment est-ce qu'on libère les otages? On envoie des commandos pour les libérer, comme pour les Israéliens, ou on négocie. Je ne vois pas d'autre façon de faire libérer les otages. L'affaire Boualem Sansal dépasse le simple récit médiatique d'un écrivain emprisonné. Alors que certains médias français dénoncent une injustice, les autorités algériennes invoquent des motifs graves pour sa condamnation. Ancien haut fonctionnaire algérien, Boualem Sansal a été condamné pour atteinte à l'unité nationale et la sûreté de l'État. Certains parlent même d'espionnage et d'accusations liées à la divulgation d'informations sensibles aux ennemis de l'Algérie. Le verdict s'appuie sur son devoir de réserve, une obligation qui persiste même après sa retraite, et sur des prises de position perçues comme une menace pour l'unité nationale. Cette affaire soulève des questions brûlantes au-delà du cas individuel. Le conflit entre la liberté d'expression d'un intellectuel et le devoir de réserve d'un ancien serviteur de l'État. La ligne entre la critique politique et la compromission de la sécurité nationale. Le traitement médiatique différencié. Pourquoi une Sansalmania en France pour un seul cas, alors que plus de 1600 citoyens français croupissent dans les prisons du monde sans aucune visibilité? Ce dossier interroge les relations tumultueuses entre la France et l'Algérie et met en lumière la complexité de la justice, loin des narrations simplistes. Il va falloir qu'on parle de l'affaire infiniment triste de Boualem Sansal. Vous savez que cet opposant est emprisonné depuis plus de 7 mois. Le temps passe, le temps passe. Ça fait plus de 7 mois que l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est dans les geôles algériennes. Ses proches espéraient une grâce à l'occasion de la fête de l'indépendance algérienne le 5 juillet. Il n'y a pas eu de grâce. C'est infiniment triste, mon général. C'est un esprit éclairé qui est en plus malade, en prison. Moi, je n'utiliserais pas le mot triste, je dirais scandaleux. Je dirais qu'on a une personne âgée, effectivement, avec des accusations qui ne tiennent pas la route. Et moi, j'attends quand même que du côté français, ou j'attendrai, peut-être que des mesures ont été prises, mais j'attendrai des mesures fermes, non pas des mesures type communication et communiqué de presse, mais quelles sont les mesures concrètes de rétorsion contre cette atteinte à un intellectuel de nationalité française en Algérie, sous des prétextes, je dirais, fallacieux. En fait, c'est même une atteinte à la liberté d'expression de cette personne. Comment peut-on accepter ça? Et moi, je suis un peu fatigué de voir cette France qui est toujours en train de se coucher, surtout devant l'Algérie. Il y a un moment, il faut arrêter. Il faut faire prendre des vraies mesures de rétorsion. On ne le fait pas parce qu'on a peut-être on se retient, on a notre passé, on est inhibé par notre passé. Il est temps d'en sortir et d'affirmer qui on est face à un État qui est devenu autoritaire, sinon totalitaire. Il faut réagir. Vous savez que nous sommes beaucoup suivis, nous LCI, sur le continent africain, dans le Maghreb et dans l'Afrique subsaharienne, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais aussi, j'ignore si nous sommes regardés en Algérie, mais en tout cas, une chose est certaine, il y a énormément d'Algériens qui regardent LCI. Donc on a entendu ce que vous disiez, mon général. Je voudrais qu'on se tourne maintenant vers vous, Brandon. Rappelez-nous quand même pourquoi Boualem Sansal a été condamné, et peut-être qu'on peut faire rapidement, pour ceux qui l'ignorent encore, un point sur sa trajectoire, sur son parcours. Alors il a 75 ans. Pendant des décennies, il faisait partie de l'élite de la société algérienne. Il a notamment eu un haut poste, haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie, de très bonnes relations avec le pouvoir, jusqu'à une date importante, 1999. Il entreprend à 50 ans une carrière d'écrivain en publiant un roman, vous allez voir, le Serment des barbares, 1999, où il dépeint la montée des intégristes en Algérie. Il critique notamment, avec le temps, au fil des semaines, au fil des mois, les dérives du pouvoir, l'autoritarisme de Bouteflika. Et donc, il y a une rupture considérable en 1999 et au fil des années. Autre date importante, 2014, il voyage en Israël pour recevoir un prix littéraire. Et là, c'est considéré comme évidemment quelque chose de très important pour le régime algérien. On parle d'hostilité envers le régime. C'est la trahison, là. C'est une trahison. C'est la trahison pour effectivement, le mot entrepris donc par le régime algérien. Et quelques temps plus tard, 10 ans plus tard encore, 2024, au mois de juin, il reçoit la nationalité française alors qu'il vit en Algérie. Là aussi, c'est une nouvelle trahison. 5 mois plus tard, là nous sommes au mois de juin. Au mois d'octobre, il
il donne une interview aux médias d'extrême droite Frontières, où il remet en question la souveraineté de l'Algérie, notamment liée au territoire du Sahara occidental, hein, avec le Maroc. Et donc, au mois d'octobre, c'est un chamboulement pour Boualem Sansal. Un mois plus tard, il est arrêté à l'aéroport d'Alger alors qu'il vient de la France pour atteinte à la sûreté de l'État. Il est emprisonné. Quelques semaines plus tard, il est hospitalisé parce qu'il est atteint d'un cancer. Il retourne en prison à 30 km d'Alger. Et le 27 mars, la sentence tombe. Il est condamné à 5 ans de prison. Il fait appel. Le 1er juillet, il y a quelques jours, la cour d'appel donc d'Alger qui confirme cette peine de 5 ans de prison. Et il a seulement 8 jours, donc jusqu'à mercredi prochain, pour se pourvoir en cassation. Alors Brandon, on ne va pas se priver dans les minutes qui viennent de parler de l'efficacité ou de l'inefficacité, chacun jugera, hein, de la diplomatie française. Mais je vous pose la question, qu'a fait aujourd'hui la France pour venir en aide à Boualem Sansal? On a entendu le coup de gueule à l'instant du général Chauvency. Il est franco-algérien, hein, il est aussi français. Donc qu'a fait la France? Et pour l'instant, pas grand-chose. Beaucoup de paroles. Alors il y a une condamnation assez rapide de la part de Paris, hein, du gouvernement, que ce soit de Bruno Retailleau, de Jean-Noël Barrot, du Premier ministre François Bayrou. Emmanuel Macron a aussi pris la parole assez tôt en demandant un geste d'humanité au président Abdelmadjid Tebboune. Il a notamment dit qu'en gardant cet homme en prison malade et âgé, l'Algérie se déshonorait notamment. Alors, il y a eu une avancée du côté des députés, le 6 mai notamment, en adoptant une résolution demandant la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal, votée assez largement. Après, des réactions de condamnation, mais pour l'instant, ça reste à ce niveau. Il faut savoir qu'il reste une dernière possibilité pour Boualem Sansal, c'est la grâce présidentielle. Pour l'instant, elle est de plus en plus hypothétique parce que hier, le président Tebboune a publié la liste des 6700 personnes qui ont été graciées, donc vous l'avez dit, à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Le nom de Boualem Sansal n'y figure pas. Alors il reste une petite et infime partie, notamment de la part du comité de soutien de Boualem Sansal, c'est la grâce présidentielle pour raison médicale. Alors peut-être que le régime d'Alger attend donc l'expiration de ce pourvoi en cassation ce mercredi pour permettre la libération d'un homme âgé et malade. Merci beaucoup, vous avez été très clair. Merci à vous, Brandon. C'est vrai, mon général, qu'en écoutant Brandon, j'étais en train de repenser à la tournée des Grands-Ducs du député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, qui allait nous expliquer que tout allait bien, que la liberté était totale en Algérie. Ça me fait penser à la tournée de Jean-Paul Sartre en Russie au tournant des années 70 et 80. La liberté est totale en Russie. Donc, non, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors on pourrait même demander quels sont ceux au niveau de l'Assemblée nationale qui n'ont pas voté la résolution. Il me semble qu'il y a un parti peut-être qui est particulièrement concerné. Les communistes et puis la France Insoumise. Voilà, donc il faut quand même rappeler... Les communistes et la France Insoumise n'ont pas voté la résolution. Une partie sur Boualem Sansal. Donc il faut quand même le rappeler. Nous avons des gens qui parlent beaucoup de liberté, mais quand il s'agit de la liberté, en cette occurrence d'une personne qui a des raisons d'être libre, eh ben ces députés-là ne votent pas le soutien à sa libération. Oui. Peut-on accepter ce genre de député en France? Je me pose des questions parfois. Peut-être qu'on doit se poser la question sur ce que représente le mandat de député quand on n'est pas capable de défendre la liberté, qu'on se dit qu'on est en République. Liberté, égalité, fraternité, soutien aux droits de l'homme, aux droits humains. Rien. C'est des gens-là, ils ne sont pas responsables. Ou alors, ils ne travaillent pas pour la liberté ni pour la République. Peut-être qu'il faut se poser la question. Entendu votre coup de gueule, donnons un coup d'aile et remontons un peu. On a parlé des parlementaires, on a parlé... la voix de la France. La voix de la France, est-ce que c'est pas la première fois qu'on se rend compte qu'on peut gesticuler, faire des mouvements, agiter nos bras comme un moulin avant agite ses ailes, et que rien n'y fait, rien n'y change, quoi. La voix, on est devenu sur le plan diplomatique un tout petit pays. C'est le sentiment qu'on a parfois, non ? C'est le sentiment que vous avez. Je peux vous dire que par rapport à d'autres pays européens, la France n'est pas un petit pays. En ce qui concerne l'affaire Sansal, elle est éminemment politique. Si vous voulez, il a été arrêté quelques jours après que la France ait reconnu l'autorité marocaine sur le Sahara occidental. Donc ça semble vraiment être un espèce de coup de gueule à la France. Après, ils ont trouvé des excuses pour l'arrêter. Donc la France,
qui soutient au début le Front Polisario, soutenu lui-même par l'Algérie, sur l'affaire de ce petit, grand, c'est grand, grande partie du sud du Maroc. Au début, on est plutôt aligné sur la position d'Alger, avec des pays comme Cuba, le Venezuela, qui sont sur la même ligne que nous, c'est totalement ubuesque. Au bout d'un moment, quand même, Macron fait volte-face et s'aligne sur la position de l'Espagne, des États-Unis, d'Israël, du Maroc, de tout le monde, et dit non, finalement, ce morceau du Maroc est bien légitime, et c'est le Maroc. Bon. Oui. Et là, sanction immédiate. Et la sanction immédiate, surtout... du pouvoir algérien. On avait fait un truc qu'il ne fallait pas faire, c'est qu'on avait pris fait et cause pour le Maroc contre la position de l'Algérie qui soutenait le Front Polisario, qui est un petit mouvement terroriste. Oui, on peut dire terroriste. Peut-être pas terroriste. Général, mais bon, si vous voulez, quelle que soit la légitimité ou pas de ce que la France a fait, le fait c'est que l'arrestation de Sansal paraît vraiment être une arrestation politique dirigée contre la France, contre un citoyen français qui, en plus, est franco-algérien. Donc ça, quand on est binational, ça complique toujours les relations parce que chaque... Donc vous dites, Sansal... Pour moi, c'est politique. Sansal paie, oui, c'est politique, d'accord, mais il paie le revirement d'Emmanuel Macron sur le Sahara occidental au sud du Maroc. C'est mon opinion en tant qu'observateur étranger, on va dire, à cette situation, consciente des difficultés que tout État post-colonial a dans ses relations avec les pays qu'il a colonisés. Parce que ce ne sont jamais des relations qui sont claires, parce qu'il y a toujours ce mélange de culpabilité. Il ne faut surtout pas qu'on tape trop dessus, parce qu'on va nous accuser de retourner dans des espèces de vieux biais coloniaux. On ne peut pas avoir des rapports avec un pays qui a été colonisé de la même façon qu'on peut avoir avec un autre pays. La France connaît ce problème, le Royaume-Uni connaît ce problème, et donc on a parfois tendance à être plus laxiste, plus tolérant des abus qui sont créés par un pays qu'on a colonisé. Quand on regarde les processus de décolonisation européens qui s'opèrent entre le milieu des années 40 avec les Indes britanniques et qui se continuent jusqu'à la fin des années 60. Quand on regarde les Anglais, les Portugais, les Espagnols, on se rend compte que les Belges, on se rend compte que la relation France-Algérie, ancienne colonie, ancien département français, est la plus pathologique. Il n'y a pas aujourd'hui une puissance européenne qui entretient des rapports aussi durs, difficiles avec une ancienne colonie. Vous voulez parler des Britanniques, vous êtes Britannique, tout n'a pas toujours été très rose, mais ça se passe beaucoup mieux. Même les Belges, qui n'ont pas été les plus doux des colons en Afrique, même les Belges ont réussi à implémenter des relations avec la République démocratique du Congo, premier pays francophone du monde d'ailleurs, des relations à peu près normalisées. Mais nous et l'Algérie, ça reste un problème. Mais parce qu'il y a une guerre qui a été beaucoup plus violente et beaucoup plus, on va dire, impliquée dans une guerre fratricide à l'intérieur de l'Algérie, la guerre entre les Algériens et les Français, et tous les mouvements terroristes qui sont nés de cette guerre aussi, qui ont rendu cette question encore beaucoup plus douloureuse, et pour les Français et pour les Algériens, que beaucoup d'autres décolonisations. C'était très compliqué pour les Anglais quand ils ont quitté l'Inde. Certains diront que la partition entre l'Inde et le Pakistan, c'était le plus grand crime que les Anglais ont laissé quand ils ont quitté le subcontinent indien. Sauf que beaucoup de Français vous diront, et d'Algériens vous diront, entre 62, le 21 mars 62 et les années 80, il y a eu 20 ans où les choses se passaient à peu près bien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a aussi eu tous les attentats terroristes sur le territoire français après qui ont vraiment Emmanuel Véron, coloré les choses. Pourquoi avons-nous cette relation pathologique? Quand je dis avons-nous, c'est des deux côtés. Je ne suis pas en train de dire c'est la grande faute des Français. Pourquoi avons-nous cette relation pathologique entre les deux pays, l'Algérie, la France et l'Algérie? Non, le sujet, Samantha l'expliquait tout à fait clairement. Le sujet est politique. C'est indéniable, de part et d'autre. Lié à l'histoire, de part et d'autre. Mais enfin, nous n'avons pas ça avec le Maroc. Lié à l'histoire, entre le territoire algérien d'aujourd'hui et l'histoire. Qui n'était pas du tout le même statut. Et effectivement, Samantha a tout à fait raison, dès lors que la France reconnaît la marocanité sur le territoire du Sahara occidental, effectivement, il y a eu côté algérien des logiques de levier. Et Boualem Sansal fait partie de victimes de ces leviers qui ont été actionnés par le pouvoir à Alger.
crois que ce qui est intéressant de voir, si on dézoome un tout petit peu, ça fait 7 mois que Boualem Sansal est emprisonné. 7 mois, ça commence à être significatif, ça commence à être long. Probablement que côté français, il y a besoin à plus de fermeté, plus de discrétion pour agir et sortir par le haut de cette situation et pour sortir Boualem Sansal. Fermeté et discrétion, et probablement en actionnant des leviers que nous n'avons pas encore actionnés. Et moi, je suis modeste observateur et enseignant, rien plus, mais des leviers à actionner, probablement dans des cadres institutionnels qui ne sont pas encore tout à fait là et actionnables. Je pense par exemple à l'Académie. C'est la régalade. Parce que les leviers que vous évoquez, ils sont sans arrêt évoqués par la classe politique française depuis des années. Les fameux accords entre Paris et Alger en 68, me semble-t-il, sur la prise en charge médicale, il faut les supprimer, etc. Les menaces qui sont brandies par l'opposition française depuis des années, on l'entend, on connaît tous les arguments, il faut geler les avoirs de certains Algériens en France, etc. On les entend tout le temps. Oui, mais d'abord, le pouvoir ne se résout pas à utiliser ces arguments-là, et puis ça ne change rien, ça ne bouge pas, on n'a aucune main. Il y a quelque temps, les Algériens ont rajouté dans leur hymne national, je crois, une ligne contre les Français. Maintenant, c'est-à-dire tellement plus de 70 ans après l'indépendance algérienne. Donc il y a toujours une relation pathologique dont on n'arrive pas à se sortir. On a l'impression que cette détestation de l'ancien colon est le carburant principal du pouvoir en place en Algérie. On a l'impression qu'aujourd'hui, ils ont besoin de cette détestation de la France pour continuer à avoir un moteur qui... Discrétion et fermeté. Il y a des sujets à actionner. J'en donne deux exemples, institutionnel et international, mais les deux se recoupent. Le point des académiciens côté français, l'Académie française et toutes les académies qui sont abritées sous la coupole. Oui. Le poids diplomatique que ça représentait en dehors du cadre, du Quai d'Orsay, en dehors du cadre de la diplomatie. Oui. Le poids de la francophonie. Oui. Ça pourrait être tout à fait des leviers qui seraient actionnables pour donner et contraindre un certain nombre de choses, me semble-t-il, en réfléchissant comme ça très rapidement. Mais juste un dernier mot, Éric Brunet. Vous croyez qu'ils sont attachés à la francophonie, les Algériens ? Il y a des pays d'Afrique qui sont attachés. Est-ce que les Algériens sont attachés à la langue française ? Contraindre en politique et en politique internationale. Et dernier sujet sur ce dossier-là, ça a été évoqué quand vous avez mentionné Cuba, etc. La proximité entre l'Algérie et la Russie. À bien des égards, que ce soit une proximité institutionnelle, politique, diplomatique, etc., y compris avec Cuba, encore aujourd'hui. Montre bien d'ailleurs qu'il y a des groupes parlementaires français qui entretiennent des relations avec ce système-là, avec cette myriade-là. Donc probablement que dans ce sujet-là franco-algérien, il n'y a pas complètement éloigné le sujet poutinien, le sujet de la Russie. Mais moi, je pense que quand même là déjà, je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Il n'y a pas que l'affaire du Sahara occidental qui a posé problème. C'est bien avant qu'on avait des problèmes avec l'Algérie. Ça n'a été qu'un élément supplémentaire. Et je pense que ce qu'a fait la France à un moment donné, le président Macron qui a fait beaucoup pour aller en direction de l'Algérie, a dit à un moment ça suffit. Je vais faire le choix de me rapprocher du Maroc, avec qui on avait de très mauvais rapports. Ne l'oublions pas. Le président Macron avait de mauvais rapports avec le Maroc, alors que normalement avec le Maroc on s'entend toujours très bien. Donc on a un choix politique maintenant dans le Maghreb. Je pense que le roi du Maroc ne pardonnera jamais à Emmanuel Macron cette petite incartade sur le Sahara occidental par l'Algérie. Il la lui pardonnera jamais. Non, le roi du Maroc. Oui, il est bien content. Oui, voilà. Non mais il y a eu un revirement. Mais, non, mais c'est d'abord. Non, mais il a fallu ramer pour que la France change de position sur la question du Sahara. Oui, mais je pense que le changement de position vient justement de l'incapacité de la France à avoir de bonnes relations avec l'Algérie. Parce que ça fait des années que, quel que soit le gouvernement qu'on a en France, on veut de bons rapports avec l'Algérie pour des raisons historiques en grande partie, sinon de repentance. Aujourd'hui, Macron a tout essayé. Ça a foiré partout. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui reste ? Si on fait de la réelle politique, quels sont nos intérêts aujourd'hui ? Intérêts économiques, sinon stratégiques. C'est pas de travailler avec l'Algérie, c'est de travailler avec le Maroc, qui est un État qui fonctionne bien, qui a une forte économie, qui a une forte influence en Afrique, qui peut compenser l'influence française, et avec qui finalement on a d'excellents rapports. Donc je crois que tout ce choix, c'est un cheminement, et qu'au contraire, on a eu ce phénomène de rupture à un moment donné avec le Sahara occidental, mais maintenant il faut aller plus loin, puisque maintenant il y a une prise d'otage. Ça s'appelle une prise d'otage avec Boualem Sansal. C'est une prise d'otage. C'est ce que font les Iraniens avec d'ailleurs nos propres ressortissants. Donc à un
moment donné, il faut réagir. Et les mesures concrètes dont on a vaguement évoqué, je ne crois pas que la francophonie soit un bon plan, pour une raison très simple, c'est que d'abord, le français a été banni d'une grande partie de l'administration algérienne et qu'il faut parler arabe. Hein, l'enseignement du français, à ma connaissance, sans rentrer dans les détails, est mis de côté. Donc aujourd'hui, de toute façon, la France est bannie d'Algérie. Alors comme elle est bannie, prenons-en acte. Agissons avec le Maroc et prenons des mesures de coercition, sinon de représailles aussi vis-à-vis de l'Algérie, parce qu'il faut que Mohamed Sansal soit libéré. Parce que c'est une prise d'otage. Mais je trouve qu'on est un peu dur avec la diplomatie française. Je ne vais pas parler de la diplomatie française. On n'a pas commencé encore. On n'a pas commencé. Non, c'est pas le sujet. Maintenant, on parlait pas de ça. On allait commencer maintenant. On est dur avec la diplomatie française. Vous trouvez vraiment qu'on est dur avec mais les Français vous êtes une Britannique. Nous sommes nés ici. Et peut-être que davantage que vous, on a des souvenirs d'une époque où la diplomatie française n'avait pas besoin de répéter les choses. Elle n'avait pas besoin de répéter les choses. Elle était d'une efficacité extraordinaire. Où les diplomaties des pays occidentaux étaient plus efficaces, avaient plus de poigne. Aujourd'hui, la France, vis-à-vis de l'Algérie, moi je trouve qu'elle joue un jeu intéressant de good cop, bad cop, avec Retailleau qui dit bon, on va rendre les choses plus difficiles. Alors, il aurait peut-être fait plus. Et Jean-Noël Barrot qui essaie d'être le good cop. Parce que vous avez raison, Mohamed Sansal est un otage. Comment est-ce qu'on libère les otages? On envoie des commandos pour les libérer, comme pour les Israéliens, ou on négocie. Je ne vois pas d'autre façon de faire libérer les otages. Il a 75 ou 75 ans, c'est ça, Sansal. Il a un cancer. Il est très malade. Il faut le libérer vite. C'est pas si la France veut le libérer, elle doit agir vite. Qu'est-ce qui va marcher plus vite? D'essayer de donner un petit sucre à l'Algérie pour qu'elle se dise bon, on a peut-être intérêt à améliorer les relations avec la France, ou alors taper dessus. Je n'ai pas la réponse, mais je vois que les Français essayent de faire les deux, good cop, bad cop, pour voir ce qui marche le mieux. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense surtout que depuis bien longtemps, on n'a pas arrêté de monter des gages de bonne volonté envers l'Algérie, et que l'Algérie, à chaque fois, à monter les enchères, parce que l'Algérie est dans une logique finalement de revanche. Et puis ça sert aussi au régime de rester en place. N'oublions pas quand même, c'est un régime corrompu, ne l'oublions pas. Donc il y a tout ce passé, cette instrumentalisation de l'histoire, et qui agit à l'époque contemporaine, et que nous, à un moment donné, il faut savoir avoir des leviers. Vous parlez de diplomatie, on ne parlait pas de diplomatie, parlons de la diplomatie. Moi je ne remets pas en cause la diplomatie française, mais une diplomatie n'est efficace que s'il y a des leviers, c'est-à-dire des moyens de coercition. Nous avons des moyens de coercition, me semble-t-il, vis-à-vis de l'Algérie sur plein de sujets. Les mettons en place. Pas vraiment à la date d'aujourd'hui. Et puis Samantha, il faut bien dire que les raisons pour lesquelles Mohamed Sansal a été condamné sont ubuesques, guignolesques, insultantes. Absolument. Insultantes. C'est rien du tout, c'est du vent. On met en prison un homme pour des années et des années sur du vent. Mais je suis d'accord avec vous. Mais même pour des délits d'opinion. C'est-à-dire qu'en 2025, même sur le continent africain, mettre en prison quelqu'un pour des délits d'opinion, ça devient de plus en plus rare. Alors, il y a les pays qui sont en guerre, voilà. Mais là, quand même, l'Algérie qui a produit des intellectuels, de grands écrivains, qui est un pays de réflexion, d'ingénieurs, de médecins, l'Algérie, malgré les périodes un peu compliquées qu'elle traverse, c'est quand même, pour réussir à embastiller Sansal, c'est quand même, du point de vue intellectuel, quelque chose d'éminemment régressif. Donc, que faire? Quels sont les leviers? Arrêter d'acheter du gaz algérien, on va l'acheter où? Parce qu'on a déjà des problèmes avec le gaz russe. Continuer à renvoyer des diplomates ou durcir la politique des visas, vous croyez que ça va le faire changer d'avis? Les Algériens, ça va encore les faire durcir. Oui, mais faire preuve de faiblesse n'est pas une bonne solution vis-à-vis de l'Algérie. Je suis d'accord avec vous. Même si tout ne marche pas, il faut faire acte de fermeté. Des actes de fermeté, c'est-à-dire que même si ça ne marche pas, c'est mis en place et on montre justement vis-à-vis de l'Algérie qu'on ne se laisse pas faire. Et bon, effectivement, on n'arrivera peut-être pas à faire libérer Mohamed Sansal, mais au moins on aura montré qu'on montre les dents, et les dents, c'est fait pour mordre.